Croyances limitantes, le virus informatique. D'où viennent nos croyances limitantes? Nos croyances découlent de ce que nos parents nous disent, ce qu'on nous enseigne à l'école, ce que l'histoire nous apprend, ce que la science nous apprend, ce que la religion nous enseigne, ce que les coutumes et les traditions nous enseignent, ce que les médias nous disent, télévision, journaux, magazines, livres, etc. Et si toutes ces informations étaient fausses? Le virus invisible. Imaginez un instant que votre ordinateur soit infecté par un virus. Il ralentit, plante, et vous empêche d'accéder à vos fichiers les plus importants. Maintenant, imaginez que votre cerveau soit infecté par un virus similaire, sauf que ce virus, lui, n'est pas numérique, mais également informatique. Ce sont vos croyances limitantes. Comme un virus informatique, une croyance limitante se propage via l'éducation, la société, les traumatismes. Se cache, elle est souvent inconsciente. Se reproduit, plus vous y croyez, plus elle se renforce. Corrompt votre système, elle fausse votre perception de la réalité. Selon une étude de l'Université de Stanford, 2020, 80% de nos pensées sont négatives ou limitantes, et la plupart d'entre elles sont inconscientes, comme un virus qui tourne en arrière-plan sans qu'on s'en rende compte. Ces croyances agissent comme un malware mental, elles corrompent vos données, votre estime de soi, ralentissent vos performances, votre potentiel, et bloquent l'accès à vos ressources, vos talents, vos rêves. Le pire? Vous ne savez même pas que vous êtes infecté. Malheureusement, la plupart des gens est infectés. Ils marchent dans la direction opposée, ignorant leur vie derrière eux. Les croyances limitantes comme des virus mentaux. Cette comparaison est particulièrement pertinente. Un virus informatique s'installe dans un système, modifie son fonctionnement et agit souvent à l'insu de l'utilisateur. De manière similaire, une croyance limitante s'installe dans l'esprit, influence les comportements et opère souvent de façon inconsciente. Comme un virus informatique, s'installe souvent sans que nous en soyons conscients. Se répète automatiquement dans notre esprit. Influence nos décisions. Peuvent se transmettre socialement d'une génération à l'autre. Famille, école, culture, médias. Empêchent parfois d'exploiter pleinement nos capacités. La différence entre un virus informatique et une croyance limitante. Malgré cette analogie, une différence fondamentale existe. Le virus informatique est un programme réel conçu pour affecter une machine. La croyance limitante est une construction psychologique qui influence l'esprit humain. Le virus agit sur un ordinateur. La croyance agit sur la perception de la réalité. Le virus peut être détecté à l'aide d'un logiciel. La croyance limitante nécessite un travail de conscience et d'introspection pour être identifiée. Cependant, dans les deux cas, le résultat est similaire, une diminution du potentiel de fonctionnement. Un virus informatique est un objet réel et technique qui agit sur une machine. Une croyance limitante est une construction psychologique qui agit sur la perception de la réalité. Elle n'est pas forcément fausse à l'origine, mais elle devient limitante lorsqu'elle enferme la personne dans une vision restrictive d'elle-même ou du monde. On peut voir l'esprit comme un ordinateur. Les croyances sont les programmes qui orientent nos actions. Les croyances limitantes sont des programmes obsolètes ou dysfonctionnels. Les virus mentaux sont des croyances limitantes profondément ancrées qui perturbent notre fonctionnement. Qu'est-ce qu'une croyance limitante? Les croyances limitantes sont des convictions profondes, souvent inconscientes, que nous tenons pour vraies à propos de nous-mêmes, des autres ou du monde, et qui restreignent nos possibilités d'action, de réussite ou d'épanouissement. Elles nous empêchent de réaliser notre plein potentiel. Elles agissent comme des filtres déformants sur notre perception de nous-mêmes, des autres et du monde. Mais d'où viennent les croyances limitantes exactement? Chaque être humain possède un immense potentiel. Pourtant, nombreuses sont les personnes qui se sentent bloquées, incapables d'atteindre leurs objectifs ou de réaliser leurs rêves. Souvent,
Ces obstacles ne proviennent pas du monde extérieur, mais d'un mécanisme intérieur appelé croyances limitantes. Les croyances limitantes proviennent principalement de l'enfance, des expériences personnelles, de l'influence sociale et du conditionnement mental. Bien qu'elles puissent sembler réelles, elles ne sont souvent que des interprétations du passé. Les croyances limitantes sont des convictions profondément ancrées dans notre esprit qui nous empêchent d'agir librement et d'exploiter pleinement nos capacités. Elles influencent notre façon de penser, de ressentir et de nous comporter. Bien qu'elles soient invisibles, leurs effets peuvent être considérables sur notre vie personnelle, professionnelle et relationnelle. Les croyances limitantes ne naissent pas spontanément. Elles se construisent progressivement à travers les expériences de vie. La plupart de nos croyances se forment dès notre plus jeune âge, durant les premières années de vie. L'enfant absorbe les paroles, les attitudes et les comportements de ses parents, enseignants et figures d'autorité. À cette période, notre esprit absorbe les informations sans véritable esprit critique. Les paroles répétées par les parents, les enseignants ou l'entourage peuvent s'imprimer profondément dans notre inconscient. Tu n'es pas doué pour les études. Fais attention, le monde est dangereux. Même prononcées avec de bonnes intentions, ces affirmations peuvent devenir des programmes mentaux durables. Les échecs, les humiliations, les critiques ou les déceptions peuvent également générer des croyances limitantes. Par exemple, un enfant qui échoue plusieurs fois à parler devant une classe peut conclure inconsciemment. Je suis mauvais pour parler en public. Cette croyance peut ensuite l'accompagner pendant des années, même lorsqu'il possède les compétences nécessaires. La société transmet également de nombreuses croyances. Les médias, les traditions, les normes sociales et les croyances collectives influencent notre manière de percevoir le monde. Certaines personnes grandissent en entendant. Il faut travailler dur pour réussir. On ne peut pas avoir à la fois le bonheur et l'argent. Les opportunités sont rares. À force de répétition, ces idées finissent par sembler naturelles. Depuis combien d'années vis-tu selon des règles que tu n'as jamais consciemment choisies? As-tu déjà remarqué que certaines limites semblent revenir encore et encore? Comme si quelque chose d'invisible dirigeait discrètement tes décisions? Pourquoi certaines opportunités passent-elles devant certaines personnes sans jamais s'arrêter? Tandis que d'autres semblent avancer avec une facilité presque dérangeante? Et si le véritable obstacle n'était ni le monde extérieur, ni les circonstances, ni même le manque de talent? Et si tout commençait par un accord silencieux, accepté il y a longtemps puis oublié avec le temps? Un accord qui influence les pensées, les choix, les réactions et même la manière dont une personne se perçoit elle-même. La plupart des gens ignorent son existence, mais ils en subissent les conséquences chaque jour. Aujourd'hui, nous allons mettre en lumière ce contrat invisible. Car lorsque tu découvres enfin ce que tu as inconsciemment autorisé à vivre dans ton esprit, tu comprends pourquoi certaines réalités persistent. Et lorsque cet accord est annulé, quelque chose change immédiatement. C'est à cet instant que le manque commence à perdre son pouvoir. Aujourd'hui, nous allons explorer un enseignement fascinant inspiré des travaux de Walla Watl, l'un des penseurs les plus influents dans le domaine de la prospérité, de la conscience et du pouvoir créateur de l'esprit. Certaines limites persistent dans nos vies, non pas à cause des circonstances extérieures, mais à cause d'accords invisibles que nous entretenons inconsciemment avec nous-mêmes. Le contrat invisible. Chaque être humain naît avec un potentiel immense. Pourtant, au fil des années, beaucoup finissent par accepter des limites qu'ils n'ont jamais choisies consciemment. Ils grandissent au contact de certaines idées, de certaines peurs et de certaines croyances répétées si souvent qu'elles finissent par paraître naturelles. Un enfant entend que l'argent est difficile à gagner, que les opportunités sont rares, que seuls quelques privilégiés peuvent réussir ou encore que vouloir davantage est une forme d'égoïsme. Ces phrases semblent anodines lorsqu'elles sont prononcées pour la première fois. Pourtant, lorsqu'elles sont répétées pendant des années, elles deviennent progressivement des convictions silencieuses qui s'installent au plus profond de l'esprit. La leçon commence par une vérité simple mais dérangeante.
La plupart des gens vivent sous l'influence d'accords invisibles qu'ils n'ont jamais examinés. Ces accords ne sont pas écrits sur du papier. Aucun notaire ne les a validés. Pourtant, ils dirigent les décisions, les réactions et parfois même le destin d'une personne. Lorsqu'un individu croit inconsciemment que l'abondance est réservée aux autres, il agit différemment de celui qui considère les possibilités comme naturelles. Lorsqu'il croit que la sécurité se trouve uniquement dans la prudence excessive, il hésite devant des occasions qui pourraient transformer sa vie. Peu à peu, la réalité extérieure commence à refléter ses attentes intérieures. L'être humain agit toujours en accord avec l'image qu'il possède de lui-même. Tant que cette image demeure limitée, les résultats tendent à rester limités eux aussi. Ce phénomène ne relève pas de la magie. Il découle simplement du fait que les pensées influencent les émotions, que les émotions influencent les choix et que les choix construisent progressivement les circonstances de la vie. Une personne persuadée qu'elle ne mérite pas davantage remarquera rarement les opportunités qui se présentent à elle. Même lorsqu'elles apparaissent, elle trouvera souvent une raison de les éviter ou de les repousser. Un homme peut travailler avec acharnement pendant des années, tout en restant prisonnier du même niveau de vie. Non parce qu'il manque d'intelligence ou de volonté, mais parce qu'une partie de lui continue à considérer le manque comme quelque chose de normal. Il peut rêver de prospérité tout en nourrissant inconsciemment des croyances qui la repoussent. C'est là que réside la puissance du contrat invisible. Il agit discrètement, souvent à l'abri du regard conscient. Prenons un exemple concret. Deux personnes reçoivent exactement la même opportunité professionnelle. La première l'observe avec curiosité et confiance. Elle se demande comment réussir. La seconde la regarde avec inquiétude. Elle se demande pourquoi elle risque d'échouer. Les circonstances sont identiques, mais l'état intérieur est différent. L'une avance vers la possibilité, l'autre se protège contre une menace imaginaire. Après plusieurs années, leurs trajectoires peuvent sembler radicalement différentes, alors que tout a commencé par une manière différente de percevoir la même situation. Ce mécanisme explique pourquoi certaines personnes reproduisent continuellement les mêmes difficultés malgré leurs efforts sincères. Elles changent parfois d'emploi, de ville, de partenaire ou de stratégie, mais transportent partout avec elles les mêmes accords intérieurs. La réalité extérieure se transforme, tandis que les fondations invisibles demeurent identiques. Lorsque les fondations ne changent pas, les résultats finissent souvent par se ressembler. Le contrat invisible se nourrit également du langage quotidien. Chaque fois qu'une personne affirme qu'elle n'a jamais de chance, qu'elle n'est pas faite pour réussir ou que l'argent pose toujours des problèmes, elle renforce une vision particulière de la réalité. Avec le temps, ces affirmations cessent d'être de simples phrases. Elles deviennent des instructions adressées à l'esprit. La leçon 1. Ne cherche pas à culpabiliser ceux qui traversent des difficultés financières ou personnelles. Elle invite simplement à observer un phénomène universel. Les êtres humains ne voient pas toujours le monde tel qu'il est. Ils le voient souvent à travers les filtres accumulés au cours de leur histoire. Ces filtres influencent la manière dont ils interprètent les événements, dont ils évaluent leurs capacités et dont ils envisagent leur avenir. Comprendre cela constitue déjà un immense pas vers la liberté. Certaines croyances sont héritées de la famille, d'autres proviennent de l'école, de la culture ou de l'environnement social. Lorsqu'une idée est répétée par un grand nombre de personnes, elle acquiert souvent une apparence de vérité absolue. Pourtant, une croyance largement répandue n'est pas nécessairement une vérité. Beaucoup d'individus vivent pendant des décennies selon des règles qu'ils n'ont jamais choisies consciemment. Ils acceptent des limites qu'ils n'ont jamais remises en question. Le véritable pouvoir commence lorsque l'on devient capable d'observer ces mécanismes sans jugement. La conscience joue ici un rôle fondamental. Dès qu'un accord invisible devient visible, il perd une partie de son influence. Ce qui était automatique devient observable. Ce qui semblait naturel devient discutable. L'individu découvre alors qu'il possède la capacité de choisir quelles idées méritent d'être conservées et lesquelles doivent être abandonnées.
Le fait que la prospérité commence toujours par une transformation intérieure. Avant qu'un changement significatif n'apparaisse dans les circonstances extérieures, quelque chose doit évoluer dans la manière de penser, de percevoir et de croire. Cette transformation ne se produit pas nécessairement du jour au lendemain. Elle ressemble davantage à un réveil progressif. Chaque prise de conscience retire un peu de pouvoir aux anciennes limitations et renforce la possibilité d'une nouvelle réalité. Le contrat invisible n'est donc pas une condamnation, c'est simplement un accord qui peut être révisé. Une personne qui a accepté inconsciemment certaines limites peut également choisir de ne plus les accepter. Elle peut décider que les anciennes croyances ne définissent plus son identité. Elle peut apprendre à reconnaître les pensées qui entretiennent le manque et à développer des perspectives plus alignées avec la croissance, la confiance et l'abondance. L'identité qui crée le destin. Parmi toutes les forces invisibles qui influencent une existence, aucune n'est plus puissante que l'identité intérieure. Beaucoup de personnes passent leur vie à poursuivre des objectifs, à formuler des souhaits et à espérer des changements sans comprendre qu'elles avancent avec une image d'elles-mêmes qui contredit souvent ce qu'elles désirent obtenir. Elles veulent davantage de prospérité, mais continuent à se percevoir comme limitées. Elles veulent davantage de réussite, mais se considèrent inconsciemment comme ordinaires. Elles veulent davantage d'opportunités, mais gardent au fond d'elles la conviction qu'elles ne sont pas faites pour de grandes choses. L'être humain ne vit pas uniquement selon ce qu'il souhaite. Il vit principalement selon ce qu'il croit être. Cette différence paraît subtile, mais elle change tout. Le souhait appartient souvent à l'imagination. L'identité appartient à la conviction profonde. Un individu peut souhaiter devenir prospère tout en étant convaincu qu'il est destiné à lutter toute sa vie. Tant que cette conviction demeure intacte, chaque effort finit par tourner autour de la même réalité intérieure. L'identité agit comme une force silencieuse qui influence chaque décision. Elle détermine ce qu'une personne ose entreprendre, ce qu'elle considère possible, ce qu'elle accepte dans sa vie et même ce qu'elle refuse inconsciemment de recevoir. Beaucoup de limites visibles prennent naissance dans des limites invisibles. Avant qu'une porte ne se ferme à l'extérieur, elle est souvent déjà fermée à l'intérieur. Depuis l'enfance, chacun construit une image de lui-même. Cette image se forme à travers les expériences, les paroles entendues, les réussites, les échecs et les jugements reçus. Peu à peu, certaines conclusions deviennent des certitudes. Une personne finit par croire qu'elle est intelligente ou incapable, chanceuse ou malchanceuse, digne ou indigne, forte ou fragile. Avec le temps, ces conclusions cessent d'être perçues comme de simples idées. Elles deviennent une définition de soi. Le problème apparaît lorsque cette définition est construite à partir d'expériences limitées. Une difficulté traversée dans le passé devient alors une identité permanente. Un échec ponctuel devient une preuve supposée d'incapacité. Une période de manque devient une étiquette intérieure. L'individu cesse de dire qu'il traverse une situation difficile. Il commence à croire qu'il est cette situation. Une petite histoire permet d'illustrer cette réalité. Un jeune homme grandit dans un environnement où l'argent manque constamment. Pendant des années, il entend les adultes répéter que les riches sont différents, que certaines portes ne s'ouvrent jamais pour des gens comme eux et que la vie est faite pour survivre plutôt que pour prospérer. En devenant adulte, il travaille dur, se montre sérieux et honnête. Pourtant, chaque fois qu'une opportunité importante apparaît, quelque chose le pousse à reculer. Il hésite, doute, reporte ses décisions ou trouve des raisons de ne pas avancer. À première vue, il semble manquer de confiance. En réalité, il protège inconsciemment une identité qu'il porte depuis l'enfance. Son esprit cherche à rester cohérent avec ce qu'il croit être. Même lorsqu'une opportunité se présente, il retourne vers ce qui lui paraît familier. Ce phénomène se produit chaque jour dans tous les domaines de la vie. Certaines personnes souhaitent vivre des relations harmonieuses, mais continuent à se percevoir comme rejetées ou abandonnées. D'autres souhaitent réussir professionnellement, mais restent attachées à une image d'elles-mêmes qui appartient à une ancienne version de leur histoire. Tant que l'identité demeure inchangée,
les résultats reviennent souvent vers les mêmes limites. L'être humain possède une tendance naturelle à défendre l'image qu'il entretient de lui-même. Cette tendance est si forte qu'elle influence parfois davantage son comportement que ses objectifs conscients. Une personne qui se voit comme incapable remarquera davantage ses erreurs que ses progrès. Une personne qui se voit comme limitée remarquera davantage les obstacles que les possibilités. Son attention sélectionne inconsciemment les éléments qui confirment déjà son identité. Un exemple concret permet de comprendre ce mécanisme. Deux commerçants démarrent une activité similaire avec des moyens comparables. Le premier considère qu'il apprend chaque jour et que sa réussite n'est qu'une question de temps et de persévérance. Le second pense secrètement qu'il n'est pas fait pour réussir. Lorsque les premières difficultés apparaissent, le premier les interprète comme une étape normale du parcours. Le second les considère comme une preuve qu'il avait raison de douter. Les mêmes événements produisent alors des conséquences différentes parce qu'ils traversent deux identités différentes. L'identité influence également le langage. Les mots qu'une personne utilise pour parler d'elle-même révèlent souvent les limites qu'elle porte à l'intérieur. Lorsqu'elle répète continuellement qu'elle n'est pas capable, qu'elle n'a pas de chance ou qu'elle ne mérite pas davantage, elle renforce une image qui finit par diriger son comportement. À force d'être répétée, ces affirmations deviennent des ordres silencieux adressés à l'esprit. La prospérité commence par une transformation de la conscience. Cette transformation exige plus qu'un simple changement de pensée. Elle demande un changement d'identité. L'individu doit progressivement cesser de s'identifier au manque, à la peur et à la limitation. Il doit apprendre à se percevoir comme une personne capable de grandir, d'apprendre, de créer et de recevoir davantage. L'une des plus grandes libérations survient lorsque l'être humain comprend qu'il n'est pas obligé de rester fidèle à une ancienne version de lui-même. Beaucoup continuent à vivre selon des définitions qui ont été créées des années auparavant. Ils se jugent encore avec les critères d'un passé qui n'existe plus. Pourtant, chaque jour offre la possibilité de choisir une nouvelle manière de se percevoir. La puissance cachée de l'identité intérieure réside précisément dans cette capacité. Lorsqu'une personne commence à se voir différemment, ses décisions changent. Lorsque ses décisions changent, ses actions changent. Lorsque ses actions changent, les résultats finissent par changer également. Ce processus peut sembler lent au début, mais il devient extrêmement puissant avec le temps. La prospérité durable ne repose pas uniquement sur les ressources extérieures. Elle repose sur la cohérence entre ce qu'une personne désire et ce qu'elle croit être. Lorsqu'il n'y a plus de conflit entre ces deux dimensions, une énergie nouvelle apparaît. L'effort cesse d'être une lutte permanente contre soi-même. Les actions deviennent plus naturelles, plus fluides et plus alignées. Le destin n'est pas seulement influencé par les circonstances rencontrées au cours de la vie. Il est profondément influencé par l'identité à travers laquelle ces circonstances sont interprétées. Changer son identité ne signifie pas devenir quelqu'un d'autre. Cela signifie retirer les anciennes limites qui empêchaient d'exprimer pleinement ce que l'on est réellement. Lorsqu'un individu cesse de se définir par ses peurs, ses échecs passés ou ses manques présents, quelque chose commence à se transformer. Une nouvelle possibilité apparaît. Une nouvelle manière de penser devient accessible, une nouvelle manière d'agir devient naturelle. Peu à peu, ce qui semblait autrefois impossible commence à trouver sa place dans la réalité. L'être humain n'avance jamais durablement vers ce qu'il souhaite seulement. Il avance toujours vers ce qu'il finit par croire être au plus profond de lui-même. Le langage secret de la pauvreté. Les grandes transformations commencent rarement par des événements spectaculaires. Elles commencent souvent par quelque chose d'aussi simple qu'une pensée répétée ou une phrase prononcée chaque jour. Beaucoup de personnes imaginent que leurs paroles ne sont que des sons destinés à communiquer avec les autres. Pourtant, elles oublient qu'avant d'atteindre les oreilles du monde, ces paroles traversent d'abord leur propre esprit. Chaque mot utilisé régulièrement contribue à renforcer une certaine vision de la réalité. Chaque phrase répétée devient progressivement une habitude mentale. Avec le temps,
cette habitude influence les émotions, les décisions et les comportements. La pauvreté ne s'exprime pas uniquement à travers l'absence d'argent. Elle s'exprime aussi à travers une manière particulière de parler, de penser et d'interpréter les événements. Beaucoup de gens utilisent quotidiennement des expressions qui semblent anodines, mais qui entretiennent inconsciemment une relation permanente avec le manque. Ces phrases sont tellement répandues qu'elles paraissent normales. Pourtant, elles façonnent peu à peu l'image que l'on se fait du monde et de soi-même. Lorsqu'une personne répète sans cesse qu'elle n'a jamais assez, qu'elle ne peut pas se permettre certaines choses, que la vie est difficile ou que les opportunités sont réservées aux autres, elle construit un environnement mental particulier. Son attention commence naturellement à rechercher des preuves qui confirment ces affirmations. Elle remarque davantage les problèmes que les solutions, davantage les limites que les possibilités. Son regard se tourne vers ce qu'elle répète le plus souvent. Le langage possède une force particulière parce qu'il influence directement l'identité. Une phrase prononcée une seule fois a peu d'effet. Une phrase répétée pendant des années devient une croyance. Une croyance entretenue suffisamment longtemps finit à ressembler à une vérité. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui à l'intérieur d'idées qu'elles ont répétées si souvent qu'elles ne les remettent plus en question. Elles pensent décrire la réalité, alors qu'elles participent parfois à sa construction. L'esprit humain agit comme un terrain fertile. Les idées qui sont semées régulièrement finissent à reproduire des résultats visibles. Les paroles représentent une partie de ces semences. Lorsqu'une personne nourrit des pensées de limitation, elle renforce inconsciemment son accord avec la limitation. Lorsqu'elle nourrit des pensées de croissance, elle commence à ouvrir de nouveaux chemins dans son esprit. Une courte histoire permet de mieux comprendre ce phénomène. Une femme travaillait depuis plusieurs années dans la même entreprise. Elle possédait de réelles compétences et était appréciée de ses collègues. Pourtant, chaque fois qu'une opportunité d'évolution se présentait, elle répétait la même phrase, « Ce n'est pas pour quelqu'un comme moi ». Elle ne prononçait pas ces mots par méchanceté envers elle-même. Ils étaient devenus naturels. Avec le temps, cette phrase avait fini par définir les limites de son univers. Elle ne refusait pas seulement certaines opportunités. Elle refusait l'image d'une personne capable de les saisir. Plusieurs années plus tard, ses compétences avaient progressé, mais sa situation demeurait pratiquement identique. Son langage avait silencieusement protégé l'identité qu'elle entretenait depuis longtemps. Le langage secret de la pauvreté apparaît souvent sous des formes inattendues. Il peut se cacher derrière l'humour, derrière la prudence ou même derrière une apparente sagesse. Certaines personnes plaisantent constamment sur leur manque d'argent. D'autres répètent que les temps sont durs, que rien ne fonctionne ou que les bonnes occasions n'existent plus. Ces affirmations semblent inoffensives parce qu'elles sont largement partagées. Pourtant, chaque répétition renforce une certaine vision du monde. Un exemple concret permet d'observer cette réalité. Deux amis exercent le même métier. Le premier affirme régulièrement qu'il traverse une période difficile, mais qu'il continue à chercher des solutions. Le second répète continuellement que son secteur est condamné et qu'il est impossible de réussir aujourd'hui. Tous deux vivent dans le même environnement économique. Pourtant, leurs paroles orientent leur attention vers des directions opposées. L'un reste ouvert aux possibilités. L'autre entraîne progressivement son esprit à ne voir que les obstacles. Les mots influencent également les émotions. Une personne qui parle constamment de ses limites finit souvent par ressentir davantage de découragement, de frustration ou d'impuissance. À l'inverse, une personne qui développe un langage plus constructif nourrit des émotions différentes. Ces émotions influencent ensuite les décisions prises chaque jour. Le cercle devient alors complet. Les paroles influencent les pensées. Les pensées influencent les émotions. Les émotions influencent les actions. Et les actions produisent les résultats. L'un des aspects les plus subtils du langage secret de la pauvreté réside dans les affirmations concernant l'identité personnelle. Lorsque quelqu'un déclare régulièrement qu'il est mauvais en affaires, qu'il ne comprend rien à l'argent ou qu'il n'a jamais eu de chance,
il ne parle plus simplement d'une situation temporaire. Il transforme cette situation en définition personnelle. Or, l'être humain agit généralement de manière cohérente avec l'image qu'il entretient de lui-même. Plus cette image est répétée, plus elle devient puissante. Beaucoup de limites financières prennent racine dans ce type de déclaration. Une personne peut apprendre de nouvelles stratégies, lire des livres, suivre des formations et multiplier les efforts. Pourtant, si son langage continue à renforcer une identité de manque, une partie d'elle-même résistera inconsciemment au changement. Les nouvelles connaissances tenteront de construire quelque chose de nouveau, pendant que les anciennes paroles continueront à reconstruire les anciennes limites. L'importance de la pensée constructive. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés réelles ou prétendre que tout est parfait. Cela signifie choisir consciemment les idées que l'on nourrit. Une personne peut reconnaître un problème sans faire de ce problème son identité. Elle peut traverser une difficulté sans transformer cette difficulté en vérité permanente. Le changement commence souvent par une observation honnête. Quelles sont les phrases répétées le plus souvent au cours d'une journée? Parle-t-elle davantage de possibilités ou davantage de limites? Renforce-t-elle la confiance ou entretient-elle le doute? Ces questions permettent de révéler une partie du dialogue intérieur qui influence silencieusement toute une existence. Le langage secret de la pauvreté ne concerne pas uniquement l'argent. Il concerne la manière dont une personne perçoit sa valeur, son potentiel et son avenir. Chaque mot participe à la construction d'un univers mental. Lorsque cet univers est rempli de limitations, les possibilités paraissent rares. Lorsque cet univers s'ouvre progressivement à la croissance et à la confiance, de nouvelles perspectives deviennent visibles. L'objectif n'est pas de surveiller chaque parole avec anxiété. L'objectif est de prendre conscience du pouvoir créateur du langage. Les mots ne changent pas immédiatement les circonstances extérieures, mais ils influencent profondément la manière dont ces circonstances sont vécues et transformées. Ils orientent l'attention, nourrissent certaines croyances et renforcent certaines identités. Le véritable enseignement de cette leçon est simple. Les paroles quotidiennes ne sont jamais totalement neutres. Elles participent à la création du monde intérieur qui précède toujours le monde extérieur. Celui qui souhaite transformer sa relation à l'abondance doit commencer par observer son langage. Car les phrases les plus ordinaires peuvent parfois devenir les gardiennes invisibles des plus grandes limitations. Et lorsqu'un individu change durablement les mots qu'il utilise pour parler de lui-même, de son avenir et de ses possibilités, il commence souvent à changer bien plus que son vocabulaire. Il commence à transformer la manière dont il habite sa propre réalité. La loyauté au passé. Parmi les forces invisibles qui influencent la prospérité d'un être humain, la loyauté au passé est probablement l'une des plus puissantes et des moins reconnues. Beaucoup de personnes pensent que leurs limites proviennent uniquement de circonstances extérieures, du manque d'opportunités ou de conditions économiques difficiles. Pourtant, une partie importante de leur blocage trouve parfois son origine dans un attachement profond à leur histoire personnelle. Cet attachement n'est pas toujours conscient. Il agit silencieusement à travers les pensées, les émotions et les décisions quotidiennes. Il pousse parfois un individu à ralentir sa progression, à minimiser ses capacités ou à repousser certaines opportunités afin de rester fidèle à ce qu'il a toujours connu. La leçon révèle un phénomène subtil. L'être humain éprouve souvent un besoin profond d'appartenir. Depuis son enfance, il construit son identité à travers sa famille, son environnement, sa culture et les expériences qui l'ont façonné. Ces éléments deviennent une partie importante de sa perception du monde. Lorsqu'une évolution importante se présente, une tension intérieure peut apparaître. Une partie de lui souhaite avancer, grandir et prospérer. Une autre partie craint inconsciemment de s'éloigner de son ancienne réalité. Cette tension crée parfois des comportements contradictoires qui freinent le changement. Certaines personnes associent inconsciemment la prospérité à une forme de trahison. Elles ont grandi dans des environnements où le manque était omniprésent. Elles ont vu leurs proches lutter pendant des années. Elles ont entendu des discours valorisant le sacrifice,
la résignation ou la survie. Lorsque de nouvelles possibilités apparaissent dans leur vie, elles ressentent parfois un malaise difficile à expliquer. Une voix intérieure leur rappelle discrètement d'où elles viennent. Cette voix ne cherche pas nécessairement à leur faire du mal. Elle cherche simplement à préserver un sentiment d'appartenance. La prospérité exige parfois davantage qu'un changement financier. Elle demande souvent un changement de perception. Une personne doit accepter l'idée qu'elle peut évoluer sans renier son passé. Elle doit comprendre qu'avancer ne signifie pas abandonner ce qu'elle aime. Pourtant, cette distinction n'est pas toujours évidente. Beaucoup de gens continuent à porter des croyances héritées de leur environnement d'origine, même lorsque ces croyances limitent leur développement. La loyauté au passé se manifeste souvent à travers des pensées discrètes. Certaines personnes ressentent une culpabilité lorsqu'elles réussissent davantage que leur entourage. D'autres minimisent leurs ambitions pour éviter d'être jugées ou incomprises. D'autres encore refusent inconsciemment certaines opportunités parce qu'elles ne correspondent pas à l'image qu'elles ont toujours eue d'elles-mêmes. Ces mécanismes ne sont pas le résultat d'un manque d'intelligence ou de volonté. Ils traduisent simplement un conflit intérieur entre le désir de croissance et le besoin de rester fidèle à une identité ancienne. L'environnement joue également un rôle important dans cette dynamique. Lorsqu'un individu vit au milieu de certaines idées répétées pendant des années, ces idées finissent par paraître naturelles. Elles deviennent une référence invisible à partir de laquelle il évalue sa propre vie. Si la majorité des personnes autour de lui considèrent la réussite avec méfiance ou associent l'abondance à quelque chose de négatif, il peut développer inconsciemment les mêmes associations. Même lorsqu'il souhaite sincèrement améliorer sa situation, une partie de lui reste attachée à ses anciens repères. Cette fidélité au passé peut également prendre la forme d'une fidélité à la souffrance. Certaines personnes ont traversé des épreuves importantes qui ont profondément marqué leur identité. Avec le temps, elles se sont habituées à se définir à travers ces difficultés. Elles racontent leur histoire à travers leurs luttes, leurs sacrifices et leurs blessures. Lorsque des changements positifs apparaissent, elles éprouvent parfois une sensation étrange, comme si elles perdaient une partie d'elles-mêmes. Ce phénomène peut sembler paradoxal, mais il est fréquent. L'être humain préfère souvent ce qui lui est familier, même lorsque ce qui est familier le fait souffrir. La leçon invite à observer cette réalité avec bienveillance. Il ne s'agit pas de rejeter son passé ou de nier que chaque expérience contient des enseignements précieux. Chaque étape du parcours contribue à construire la personne que l'on devient. Le problème n'apparaît pas lorsque l'on se souvient du passé. Il apparaît lorsque le passé commence à dicter l'avenir. Une expérience ancienne devient alors une limite permanente, au lieu de rester une source de sagesse. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent choisir entre leurs origines et leur évolution. Cette croyance crée un conflit inutile. La croissance authentique ne demande à d'effacer ce qui a été vécu. Elle demande simplement de ne plus être gouvernée par ce qui a été vécu. Une personne peut honorer son histoire tout en créant une nouvelle réalité. Elle peut respecter ses racines sans rester enfermée dans les limites qui ont accompagné ses racines. L'importance de regarder vers l'avant plutôt que de rester prisonnier des anciennes conditions. L'esprit humain possède une capacité remarquable à créer de nouvelles possibilités lorsqu'il cesse de s'identifier exclusivement à son passé. Cette capacité devient accessible lorsque l'individu comprend que son histoire explique certaines choses, mais ne détermine pas obligatoirement son destin. L'une des transformations les plus importantes consiste à comprendre que l'amour et la fidélité ne nécessitent pas l'autolimitation. Une personne n'honore pas sa famille en reproduisant éternellement ses difficultés. Elle n'honore pas son passé en restant enfermée dans les mêmes restrictions. Elle honore ce qu'elle a reçu lorsqu'elle utilise les leçons de son histoire pour construire quelque chose de plus grand. La véritable gratitude ne consiste pas à rester immobile. Elle consiste à faire fructifier ce qui a été transmis. La prospérité devient alors un acte de continuité plutôt qu'un acte de rupture. Elle ne représente plus une séparation avec les origines, mais une expansion de ce qui était déjà présent sous forme de potentiel.
Cette vision permet de réconcilier le passé et l'avenir. Elle permet de comprendre que l'évolution n'est face à l'histoire personnelle. Elle lui donne simplement un nouveau sens. La leçon nous rappelle que les chaînes les plus solides sont souvent invisibles. Elles ne sont pas fabriquées par les circonstances extérieures, mais par les accords intérieurs que nous entretenons avec notre propre histoire. Tant que ces accords demeurent inconscients, ils continuent à influencer les décisions et les résultats. Lorsqu'ils sont observés avec lucidité, une nouvelle liberté apparaît. L'individu découvre alors qu'il peut aimer son passé sans lui appartenir entièrement. Il peut respecter ses origines sans limiter son avenir. Il peut conserver ses racines tout en laissant ses branches s'élever beaucoup plus haut que ce qu'il avait autrefois imaginé possible. Le masque du réalisme. Parmi les obstacles les plus difficiles à reconnaître, certains ne ressemblent pas à des obstacles. Ils portent des vêtements respectables. Ils parlent avec une voix calme. Ils utilisent des arguments qui paraissent raisonnables. Ils se présentent sous la forme de la prudence, du réalisme, de la sagesse ou du bon sens. Pourtant, derrière cette apparence rassurante se cache parfois une force beaucoup plus ancienne, la peur. Une peur discrète, silencieuse, profondément enracinée, qui cherche avant tout à préserver ce qui est connu, même lorsque ce qui est connu ne procure ni épanouissement ni prospérité. Cette leçon invite à observer un phénomène que beaucoup de personnes rencontrent sans jamais le nommer. Lorsqu'une nouvelle possibilité apparaît, lorsqu'une idée ambitieuse naît dans l'esprit ou lorsqu'une opportunité se présente, une voix intérieure surgit souvent, presque immédiatement. Cette voix ne dit pas ouvertement « j'ai peur ». Elle utilise un langage beaucoup plus subtil. Elle explique qu'il vaut mieux attendre. Elle affirme que le moment n'est pas idéal. Elle rappelle les risques. Elle insiste sur les difficultés potentielles. Elle conseille de rester raisonnable. Plus cette voix est répétée, plus elle paraît intelligente. Pourtant, sa fonction principale consiste parfois à maintenir l'individu exactement là où il se trouve déjà. La peur ne se manifeste pas toujours sous la forme d'une émotion intense. Elle préfère souvent les déguisements élégants. Elle sait qu'une personne attentive reconnaîtrait facilement une peur évidente. Alors, elle adopte un autre visage. Elle se présente comme une analyse objective. Elle se transforme en argument logique. Elle se cache derrière une apparente maturité. Elle devient presque invisible. C'est précisément ce qui la rend si puissante. L'être humain avance rarement au-delà des limites qu'il considère comme raisonnables. Or, ces limites sont souvent construites à partir d'expériences passées, d'habitudes mentales anciennes et de croyances accumulées au fil des années. Une personne finit alors à rappeler réalisme ce qui n'est parfois qu'une fidélité inconsciente à ses anciennes peurs. Elle croit protéger son avenir, alors qu'elle protège surtout ses anciennes certitudes. Une idée nouvelle apparaît, puis une série d'arguments surgit immédiatement pour démontrer pourquoi elle ne fonctionnera pas. Une opportunité se présente, puis l'esprit produit une liste de raisons expliquant pourquoi elle est probablement destinée à échouer. Un projet inspire l'enthousiasme, puis le doute prend progressivement le contrôle. Certaines croyances jouent un rôle central dans ce processus. Lorsqu'une personne croit que la réussite est réservée à quelques privilégiés, chaque ambition importante lui semblera excessive. Lorsqu'elle croit que les ressources sont rares, chaque opportunité lui paraîtra fragile. Lorsqu'elle croit que les difficultés sont inévitables, chaque projet lui semblera menacé avant même d'avoir commencé. Certaines personnes passent tellement de temps à évaluer les possibilités qu'elles finissent par ne plus vivre aucune possibilité. Elles attendent des garanties absolues avant d'avancer. Elles recherchent une certitude complète dans un monde où aucune certitude complète n'existe. Pendant qu'elles attendent, la vie continue d'avancer sans elles. Une idée essentielle. La croissance exige un mouvement vers l'inconnu. Toute évolution authentique implique une part d'incertitude. Aucun progrès significatif n'est possible si l'on exige que chaque détail soit parfaitement sécurisé à l'avance.
La prospérité elle-même est souvent la capacité à agir malgré l'absence de garantie complète. Cette capacité n'est pas de l'imprudence, c'est une forme de confiance consciente. La confiance véritable ne consiste pas à croire que rien ne peut mal se passer. Elle consiste à savoir que l'on possède la capacité de faire face aux situations qui se présenteront. Cette nuance change profondément la manière d'aborder la vie. Au lieu d'attendre un environnement parfaitement sûr, l'individu développe une sécurité intérieure. Au lieu de dépendre des circonstances, il apprend à s'appuyer davantage sur ses ressources personnelles. Le moment de la rupture n'est pas une révolte contre le monde extérieur. C'est un refus intérieur, un refus calme mais profond. Un refus de continuer à accepter ce qui ne correspond plus à la vision que l'on possède de soi-même. Pendant des années, beaucoup de personnes cherchent des méthodes, des stratégies et des solutions sans comprendre qu'aucun changement durable ne peut s'installer tant qu'une partie d'elles continue à donner son accord aux anciennes limites. La véritable transformation commence lorsque cet accord prend fin. La prospérité ne vient pas simplement d'un désir. Beaucoup de gens désirent une vie meilleure. Beaucoup rêvent de davantage de liberté, d'abondance et d'opportunités. Pourtant, le désir seul reste souvent insuffisant. Une différence immense existe entre souhaiter quelque chose et décider que l'on n'acceptera plus son contraire. Tant qu'une personne conserve une tolérance intérieure envers le manque, elle entretient un lien avec lui. Lorsque cette tolérance disparaît, une nouvelle dynamique commence à se mettre en place. Beaucoup de personnes attendent que les circonstances extérieures changent avant de prendre cette décision intérieure. Elles pensent qu'elles retrouveront la confiance lorsqu'elles verront davantage de résultats. Elles pensent qu'elles agiront différemment lorsque leur situation sera meilleure. Pourtant, les grandes transformations suivent souvent le chemin inverse. La décision intérieure apparaît d'abord. Les changements visibles arrivent ensuite. Cette réalité explique pourquoi deux individus vivant des situations comparables peuvent obtenir des résultats totalement différents. L'un attend une preuve avant de croire. L'autre choisit d'abord une nouvelle direction intérieure et construit ensuite sa réalité à partir de cette décision. Pendant des années, certaines personnes tentent de résoudre leurs difficultés en modifiant uniquement leurs actions extérieures. Elles changent de méthode, de projet ou d'environnement. Ces efforts peuvent produire certains résultats, mais ils restent souvent fragiles lorsque les anciennes croyances continuent à gouverner la conscience. Refuser un ancien accord signifie souvent abandonner des habitudes mentales profondément enracinées. Certaines pensées ont accompagné une personne pendant tellement d'années qu'elles semblent faire partie de sa personnalité. Pourtant, une pensée répétée n'est pas une identité. Une peur ancienne n'est pas une identité. Une limitation héritée n'est pas une identité. Le moment de la rupture commence précisément lorsque cette distinction devient claire. Une autre dimension importante apparaît à ce stade du parcours. Beaucoup de personnes imaginent que la prospérité est uniquement une question de possession. Elles pensent principalement à ce qu'elles souhaitent obtenir. Pourtant, la transformation durable concerne d'abord ce qu'elles refusent désormais d'accepter. Ce refus crée un espace intérieur. Cet espace permet à une nouvelle vision de prendre forme. Tant que l'ancien accord reste actif, le nouvel est à peine à s'installer complètement. La décision intérieure agit comme une frontière invisible. D'un côté se trouvent les anciennes habitudes, les anciens doutes et les anciennes justifications. De l'autre se trouvent de nouvelles possibilités. Cette frontière n'est franchie qu'une seule fois, mais ses effets continuent de se manifester pendant des années. Chaque choix futur devient plus cohérent avec cette nouvelle direction. Chaque action renforce progressivement la nouvelle identité. L'importance de la pensée créatrice. Une pensée créatrice ne se contente pas de réagir aux circonstances présentes. Elle participe à la construction de circonstances nouvelles. Pour qu'une telle pensée devienne dominante, un détachement des anciennes limitations est nécessaire. Le moment de la rupture représente précisément ce détachement. Il marque la fin d'une relation intérieure avec le manque, la peur et la résignation. À partir de ce point,
les difficultés ne disparaissent pas instantanément. Les défis continuent parfois d'exister. La différence se situe ailleurs. L'individu ne leur accorde plus le même pouvoir. Il cesse progressivement de les considérer comme une définition de sa réalité. Elles deviennent des situations à traverser plutôt que des identités à porter. Cette distinction transforme profondément l'expérience de la vie. Le moment de la rupture représente donc bien davantage qu'une simple décision. Il constitue un changement d'allégeance intérieure. L'énergie qui servait autrefois à maintenir les anciennes limites commence à soutenir une vision plus vaste. L'esprit cesse de défendre le passé et commence à construire l'avenir. Cette transition paraît invisible aux yeux du monde, mais elle modifie silencieusement toute la trajectoire d'une existence. Chaque grande transformation commence ainsi. Non par une preuve extérieure. Non par une autorisation venue d'ailleurs. Mais par une décision intérieure suffisamment forte pour mettre fin à un ancien accord. Lorsque cette décision devient réelle, les fondations changent. Et lorsque les fondations changent, tout ce qui se construit ensuite finit tôt ou tard par changer lui aussi. Le commandant intérieur. Chaque être humain possède en lui une force dont il sous-estime souvent l'existence. Cette force ne fait pas de bruit. Elle ne cherche à l'attention. Elle ne se manifeste à toujours à travers des émotions puissantes ou des démonstrations spectaculaires. Pourtant, elle influence silencieusement chaque décision, chaque habitude, chaque direction empruntée au cours d'une vie. La prospérité durable ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures, mais de la capacité d'un individu à reprendre l'autorité sur son propre monde intérieur. Cette autorité provient de ce que l'on peut appeler le commandant intérieur. Cette partie de la conscience capable de choisir, d'orienter et de donner une nouvelle direction à l'existence. La plupart des personnes vivent une grande partie de leur vie en réaction. Elles réagissent à leurs peurs, à leurs habitudes, à leurs souvenirs, aux opinions des autres et aux événements quotidiens. Elles ont souvent l'impression de prendre des décisions libres, alors que beaucoup de leurs comportements sont simplement le prolongement automatique d'anciens conditionnements. Ces mécanismes se répètent jour après jour jusqu'à devenir presque invisibles. Avec le temps, ils créent une impression de destin. Pourtant, ce qui ressemble parfois au destin n'est souvent que la répétition de décisions inconscientes. Une grande partie de la souffrance humaine provient de l'illusion selon laquelle les pensées contrôlent automatiquement l'individu. Beaucoup de personnes vivent comme si chaque peur devait être écoutée, comme si chaque doute devait être respecté, comme si chaque limitation mentale possédait une autorité légitime. Avec le temps, cette habitude crée une forme de dépendance intérieure. L'esprit produit une pensée négative et l'individu lui obéit. Une inquiétude apparaît et elle dicte immédiatement le comportement. Une ancienne croyance refait surface et elle détermine la décision suivante. Le commandant intérieur agit différemment. Il reconnaît l'existence de ses pensées, mais refuse de leur accorder automatiquement le pouvoir. Il comprend qu'une pensée n'est pas un ordre. Il comprend qu'une émotion n'est pas une destinée. Il comprend que la conscience possède une capacité de choix beaucoup plus grande qu'elle ne l'imagine souvent. Cette compréhension représente l'un des tournants les plus importants dans toute transformation personnelle. La prospérité commence rarement par un changement extérieur spectaculaire. Elle commence souvent par un changement d'autorité intérieure. Tant que les anciennes peurs dirigent les décisions, elles continuent à produire des résultats semblables. Tant que les anciennes croyances gouvernent les comportements, elles continuent à maintenir les mêmes limites. Lorsque l'autorité change de place, une nouvelle dynamique apparaît. Les pensées cessent progressivement de commander. Elles commencent à servir. Cette évolution exige une grande lucidité. Beaucoup de personnes souhaitent changer de vie tout en continuant à obéir aux mêmes mécanismes mentaux qui ont créé leur situation actuelle. Elles espèrent obtenir des résultats différents sans modifier l'autorité intérieure qui guide leurs actions. Pourtant, une réalité demeure constante. Les comportements suivent généralement les ordres donnés par la conscience dominante. Si cette conscience reste dirigée par le doute,
les résultats reflètent le doute. Si elle devient dirigée par une vision plus élevée, les résultats commencent progressivement à refléter cette nouvelle orientation. La véritable liberté ne consiste pas uniquement à disposer de davantage de ressources ou de possibilités. Elle consiste également à ne plus être gouvernée par les anciennes peurs, les anciennes croyances et les anciens conditionnements. Cette liberté naît lorsque l'autorité intérieure reprend sa place naturelle. Elle naît lorsque la conscience cesse de fonctionner comme un territoire occupé par les habitudes du passé et devient un espace dirigé par un choix conscient. Le commandant intérieur représente ainsi l'une des plus grandes ressources disponibles pour tout être humain. Il ne demande aucune permission extérieure. Il n'attend aucune circonstance idéale. Il est déjà présent, silencieux, prêt à agir dès que l'individu choisit de lui accorder sa confiance. Et lorsque cette autorité commence véritablement à gouverner la conscience, les comportements changent, les décisions changent. Les résultats changent et toute la trajectoire d'une vie peut progressivement prendre une direction totalement nouvelle. L'épreuve arrive après. La majorité des êtres humains vivent selon une règle qu'ils considèrent comme évidente. Ils pensent qu'ils croiront lorsqu'ils verront. Ils pensent qu'ils auront confiance lorsque les résultats apparaîtront. Ils pensent qu'ils avanceront lorsqu'ils disposeront enfin des preuves nécessaires. Cette manière de penser paraît logique. Elle semble raisonnable. Pourtant, elle constitue souvent l'une des plus grandes barrières invisibles à la transformation. L'épreuve arrive souvent après le changement intérieur et non avant. Cette compréhension renverse complètement la manière dont la plupart des personnes abordent la prospérité, la réussite et l'évolution personnelle. L'esprit humain cherche naturellement des garanties. Il veut être rassuré avant d'agir. Il veut observer des signes visibles avant de modifier ses convictions. Il veut sentir le sol parfaitement stable avant de faire un pas. Pourtant, la réalité de la croissance suit souvent un ordre différent. Toute transformation importante commence dans une zone où les résultats sont encore invisibles. Pendant une période parfois longue, rien ne semble confirmer le changement en cours. À l'extérieur, les circonstances paraissent similaires. Les obstacles semblent toujours présents. Les résultats attendus ne sont pas encore visibles. C'est précisément à cet instant que beaucoup abandonnent. La difficulté ne provient pas du manque de potentiel, elle provient de la dépendance aux preuves extérieures. Lorsqu'une personne exige que la réalité change avant de changer elle-même, elle place son pouvoir à l'extérieur. Elle attend que les circonstances lui donnent la permission de croire. Elle attend que les résultats lui donnent la permission d'avoir confiance. Elle attend que le monde lui fournisse une confirmation avant d'adopter une nouvelle identité. Cette attente crée souvent un cercle immobile où rien ne change réellement. La prospérité durable repose sur un principe différent. Elle demande à l'individu de développer une conviction avant que les résultats ne soient pleinement visibles. Cette conviction n'est pas une illusion. Elle n'est pas une négation de la réalité présente. Elle représente une orientation consciente vers une réalité en construction. Elle permet de maintenir une direction lorsque les circonstances actuelles ne reflètent pas encore totalement ce qui est en train de naître. Beaucoup de personnes confondent la foi intérieure avec la naïveté. Pourtant, toute réalisation humaine importante repose sur cette capacité à agir avant la preuve complète. Aucun projet ne commence avec une garantie absolue. Aucun changement profond n'arrive avec une certitude totale. Chaque avancée significative exige un mouvement initial qui précède les résultats visibles. Cette loi se retrouve dans tous les domaines de l'existence. Avant qu'un arbre soit visible, une graine travaille silencieusement sous la terre. Avant qu'une construction apparaisse, elle existe d'abord sous la forme d'une vision. Avant qu'une nouvelle réalité soit observable, elle commence souvent par une transformation intérieure. Le problème est que l'esprit accorde généralement davantage d'importance à ce qu'il voit qu'à ce qu'il devient. Il observe son environnement actuel et l'utilise comme référence principale. Si les résultats sont faibles, il réduit sa confiance. Si les circonstances sont difficiles, il réduit ses ambitions.
Si les épreuves tardent à apparaître, il commence à douter de sa direction. Cette habitude donne au monde extérieur un pouvoir immense sur la conscience. La pensée créatrice fonctionne différemment. Elle ne dépend pas entièrement de ce qui est visible aujourd'hui. Elle se nourrit d'une vision plus large. Elle reconnaît les circonstances présentes sans leur permettre de définir l'avenir. Cette distinction paraît simple, mais elle transforme profondément la manière de vivre. Une personne qui dépend uniquement des preuves devient prisonnière du présent. Une personne qui développe une conviction intérieure commence à participer activement à la création de son futur. Cette loi est souvent inversée par la majorité des individus. Ils disent, lorsque j'aurai davantage d'argent, je me sentirai en sécurité. Ils disent, lorsque les opportunités arriveront, j'aurai confiance. Ils disent, lorsque les résultats seront visibles, je croirai davantage en moi. Pourtant, dans de nombreux cas, la séquence fonctionne dans l'autre sens. La sécurité intérieure précède souvent les meilleures décisions financières. La confiance précède souvent les opportunités. Une nouvelle perception de soi précède souvent les résultats qui la confirment. Cela ne signifie pas qu'il faut ignorer les faits ou vivre dans le déni. Cela signifie simplement que les faits présents ne représentent pas nécessairement la totalité de ce qui est possible. Les circonstances d'aujourd'hui sont souvent le résultat d'anciennes pensées, d'anciennes habitudes et d'anciennes décisions. Si une personne continue à utiliser ces circonstances comme seule référence, elle risque de reproduire les mêmes schémas encore et encore. Le changement devient possible lorsqu'une nouvelle direction intérieure apparaît avant sa manifestation complète à l'extérieur. Une autre raison pour laquelle beaucoup abandonnent trop tôt réside dans leur relation au temps. Ils imaginent souvent que toute transformation devrait produire des résultats immédiats. Lorsque cela n'arrive pas, ils concluent que leurs efforts sont inutiles. Pourtant, les changements profonds suivent rarement un calendrier instantané. Ils nécessitent souvent une période d'adaptation durant laquelle l'identité évolue avant que les circonstances ne s'ajustent pleinement. Cette période intermédiaire représente l'un des tests les plus importants du développement personnel. C'est le moment où l'individu doit choisir entre les apparences actuelles et la direction qu'il a décidé de suivre. S'il retourne constamment vers ses anciennes croyances à cause de l'absence temporaire de preuves, il interrompt lui-même le processus de transformation. S'il maintient sa nouvelle orientation malgré les délais, il renforce progressivement sa stabilité intérieure. La confiance véritable ne dépend pas des résultats immédiats. Elle dépend de la capacité à rester fidèle à une vision même lorsque les confirmations extérieures sont encore limitées. Cette qualité distingue souvent ceux qui transforment leur vie de ceux qui restent bloqués dans les mêmes cycles. Les premiers développent une force intérieure indépendante des fluctuations temporaires. Les seconds continuent à attendre que le monde change avant de changer eux-mêmes. Les preuves possèdent évidemment leur importance. Elles finissent par apparaître. Elles confirment les efforts, renforcent la motivation et rendent les progrès visibles. Mais elles arrivent souvent à la fin d'un processus déjà engagé. Elles ne sont pas toujours le point de départ. Elles sont fréquemment la conséquence d'une transformation plus profonde qui a commencé bien avant leur apparition. L'une des plus grandes libertés consiste à ne plus dépendre totalement de l'approbation des circonstances présentes. Lorsque l'individu comprend que la réalité extérieure suit souvent la réalité intérieure plutôt que l'inverse, il cesse progressivement de vivre en réaction permanente. Il commence à agir à partir de ses choix conscients plutôt qu'à partir de ses peurs. Il cesse de demander continuellement au monde la permission d'avancer. Cette compréhension transforme la relation avec les difficultés. Les obstacles ne deviennent plus automatiquement des preuves d'échec. Les délais ne deviennent plus automatiquement des signes d'impossibilité. Les résultats temporaires cessent d'être interprétés comme des verdicts définitifs. Une vision plus vaste apparaît. Cette vision permet de continuer à construire même lorsque tout n'est pas encore visible. Le secret que beaucoup découvrent tardivement est simple. Les preuves les plus importantes naissent souvent après une décision intérieure suffisamment forte pour exister sans elle.
Lorsque la conscience change réellement, les comportements changent. Lorsque les comportements changent, les résultats finissent par changer eux aussi. Et lorsque les résultats apparaissent enfin, ils donnent souvent l'impression d'être arrivés soudainement, alors qu'ils étaient en réalité en préparation depuis longtemps dans les profondeurs invisibles de la pensée, de l'identité et de la conviction intérieure. Pendant une grande partie de leur existence, beaucoup de personnes entretiennent une relation constante avec le manque. Même lorsque certaines ressources sont présentes, même lorsque des opportunités existent déjà, une inquiétude silencieuse continue d'habiter leur esprit. Cette inquiétude prend des formes différentes. Elle devient parfois peur de perdre, peur de manquer, peur de ne pas être à la hauteur ou peur de l'avenir. Avec le temps, ces pensées deviennent familières. Elles semblent normales. Elles finissent même par être confondues avec le réalisme. Pourtant, elles participent à la construction d'un état intérieur qui laisse continuellement une place au manque. L'état impossible commence lorsque cette place disparaît progressivement. Il ne s'agit pas de nier les défis de la vie ni de prétendre que les difficultés n'existent pas. Il s'agit de développer une structure intérieure qui ne donne plus au manque le pouvoir de définir l'identité. Une personne peut traverser une période difficile sans devenir intérieurement pauvre. Une autre peut posséder de nombreuses ressources tout en restant profondément dominée par une mentalité de rareté. Cette différence révèle une vérité essentielle. La prospérité véritable commence dans la conscience avant d'apparaître pleinement dans les circonstances. La pensée humaine agit comme une force créatrice. Cette idée ne signifie pas que chaque pensée produit instantanément un résultat visible. Elle signifie que l'état dominant de la conscience influence progressivement la direction de toute une existence. Lorsqu'un individu nourrit continuellement des pensées de limitation, il renforce une structure mentale qui finit par orienter ses choix, ses comportements et sa manière d'interpréter le monde. Lorsqu'il nourrit une vision plus vaste de lui-même, une autre dynamique commence à se développer. L'état impossible repose sur une décision intérieure fondamentale. Refuser de considérer le manque comme une identité. Beaucoup de personnes ne remarquent à quel point elles se définissent à travers leurs limitations. Elles parlent de leurs difficultés comme si elles décrivaient leur nature profonde. Elles finissent par croire quels sont leurs problèmes, leurs échecs ou leurs circonstances. Cette fusion entre l'identité et la difficulté constitue l'une des principales sources de stagnation. Tant que le manque est perçu comme une caractéristique personnelle, il conserve un espace pour continuer à exister. La psychologie profonde de l'abondance fonctionne selon une logique différente. Elle ne demande pas à l'individu de se voir comme parfait. Elle lui demande simplement de reconnaître que sa valeur fondamentale n'est pas déterminée par ses conditions actuelles. Cette compréhension produit une transformation considérable. L'être humain cesse progressivement de chercher sa dignité dans les résultats extérieurs. Il commence à développer une stabilité qui ne dépend plus entièrement des fluctuations du monde. Une autre caractéristique essentielle de l'état impossible réside dans la relation avec les possibilités. Une conscience dominée par le manque remarque principalement les obstacles. Elle porte son attention sur ce qui manque, sur ce qui est absent et sur ce qui paraît difficile. Une conscience orientée vers l'abondance ne devient pas aveugle aux difficultés, mais elle refuse de leur accorder toute l'attention disponible. Elle développe la capacité de percevoir également les ressources, les opportunités et les solutions potentielles. Cette différence paraît subtile, mais elle transforme profondément l'expérience quotidienne. L'attention agit comme une énergie. Ce qui reçoit continuellement l'attention tend à occuper davantage d'espace dans l'esprit. Lorsqu'une personne nourrit constamment les scénarios les plus inquiétants, elle renforce sa dépendance envers la peur. Lorsqu'elle apprend à diriger consciemment son attention vers les possibilités, elle développe progressivement une nouvelle manière de vivre. Beaucoup de personnes abandonnent leur pouvoir en attribuant entièrement leur situation à des forces extérieures. Elles considèrent les circonstances comme les seuls responsables de leur réalité. Cette attitude peut sembler réconfortante à court terme, mais elle limite considérablement les possibilités de transformation.
Une conscience abondante agit autrement. Elle reconnaît les défis extérieurs sans leur abandonner totalement son autorité intérieure. Elle comprend qu'il existe toujours un espace de choix, même dans les situations complexes. Cet espace devient la source d'une liberté profonde. Il permet à l'individu de participer activement à l'évolution de sa vie plutôt que de se percevoir uniquement comme le produit des événements. La confiance joue également un rôle central dans cette psychologie. Beaucoup associent la confiance à une émotion temporaire. Pourtant, la confiance profonde ressemble davantage à une décision qu'à un sentiment. Elle consiste à continuer d'avancer malgré l'absence de garanties absolues. Elle consiste à maintenir une direction même lorsque toutes les preuves ne sont pas encore visibles. Cette qualité intérieure devient particulièrement importante lorsque les résultats tardent à apparaître. L'état impossible ne se construit pas en un seul jour. Il se développe à travers des choix répétés. Chaque fois qu'une personne refuse de nourrir une pensée de limitation, elle renforce une nouvelle structure intérieure. Chaque fois qu'elle agit conformément à une vision plus élevée d'elle-même, elle consolide cette transformation. Chaque fois qu'elle choisit la responsabilité plutôt que l'impuissance, elle élargit son champ d'action. Avec le temps, cette accumulation de choix produit un changement profond. Les anciennes peurs perdent progressivement leur influence. Les anciennes croyances cessent d'apparaître comme des vérités absolues. Une nouvelle stabilité émerge. Cette stabilité ne dépend pas des circonstances parfaites. Elle ne dépend pas de l'approbation des autres. Elle repose sur une relation différente avec soi-même. L'abondance cesse alors d'être uniquement un objectif extérieur. Elle devient un état de conscience. Elle devient une manière de penser, de percevoir et d'interpréter le monde. Cette transformation modifie naturellement les comportements. Les décisions deviennent plus cohérentes, les actions deviennent plus alignées, les opportunités sont mieux reconnues. Les ressources sont utilisées avec davantage de clarté. L'état impossible porte ce nom parce qu'il paraît inaccessible à l'esprit dominé par le manque. Depuis cette perspective ancienne, une vie libre de peur semble irréaliste. Une identité libérée des limitations semble lointaine. Une confiance stable paraît réservée à d'autres personnes. Pourtant, lorsque la conscience change progressivement de structure, ce qui semblait impossible commence à devenir naturel. La prospérité profonde ne consiste donc pas seulement à accumuler davantage. Elle consiste à construire un état intérieur dans lequel le manque ne trouve plus d'endroit où s'installer durablement. Elle consiste à développer une conscience suffisamment solide pour ne plus être gouvernée par les anciennes habitudes de rareté. C'est à ce moment précis qu'apparaît la véritable abondance. Non comme une simple accumulation de ressources, mais comme une manière nouvelle d'exister, de penser et de vivre. Dans cet espace intérieur, le manque cesse progressivement d'être un maître. Il devient simplement une ancienne présence qui ne possède plus aucune autorité sur la direction de la vie. Le nouvel accord. La transformation la plus importante qu'un être humain puisse vivre ne concerne pas ce qu'il possède, mais ce qu'il devient. Pendant longtemps, beaucoup cherchent à changer leurs résultats sans comprendre que les résultats ne sont souvent que les conséquences visibles d'une identité invisible. Ils essaient d'obtenir davantage tout en continuant à penser comme avant. Ils cherchent une nouvelle réalité tout en conservant la même définition d'eux-mêmes. Pourtant, la prospérité durable n'apparaît véritablement que lorsqu'un nouvel accord intérieur remplace définitivement l'ancien. C'est ce que révèle cette dernière leçon, le passage de l'identité de survie à l'identité créatrice. L'identité de survie est ancienne. Elle s'est construite à travers les peurs, les déceptions, les limitations et les expériences accumulées au fil des années. Son objectif principal n'est pas de faire grandir l'individu. Son objectif est de le protéger. Elle cherche à éviter les risques, à réduire les incertitudes et à maintenir ce qui paraît familier. Cette fonction était utile à certains moments de l'existence, mais elle devient souvent un obstacle lorsqu'elle continue à gouverner la totalité de la vie. Une personne peut alors passer des années à défendre ses limites tout en rêvant de les dépasser.
L'identité de survie regarde constamment ce qui pourrait manquer. Elle mesure, compare, calcule et s'inquiète. Elle analyse les dangers avant les possibilités. Elle accorde davantage d'attention aux obstacles qu'aux ouvertures. Sans même s'en rendre compte, elle développe une relation permanente avec la peur. Cette peur ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Elle peut être discrète. Elle peut prendre la forme de l'hésitation, du doute ou de l'attente. Pourtant, elle influence profondément les décisions quotidiennes. Le nouvel accord commence lorsque l'individu comprend qu'il n'est pas obligé de rester fidèle à cette ancienne manière de vivre. Il découvre qu'une identité n'est pas une prison. Elle peut évoluer, elle peut être transformée, elle peut être remplacée par une vision plus élevée de soi-même. Cette prise de conscience représente un tournant majeur. À partir de cet instant, la question n'est plus seulement de savoir ce que l'on souhaite obtenir, mais de savoir qui l'on choisit de devenir. L'identité créatrice fonctionne selon une logique totalement différente. Elle ne se définit pas par le manque, mais par la possibilité. Elle ne construit pas ses décisions uniquement à partir de la peur de perdre. Elle les construit à partir d'une vision de ce qu'elle souhaite créer. Cette différence paraît simple, mais elle modifie profondément la manière de percevoir le monde. Là où l'identité de survie voit principalement des menaces, l'identité créatrice voit également des opportunités. Là où l'une cherche à conserver, l'autre cherche à construire. L'être humain possède une capacité créatrice bien plus grande qu'il ne l'imagine. Cette capacité ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures. Elle dépend avant tout de la manière dont la conscience se positionne face à la vie. Une conscience enfermée dans la survie utilise son énergie pour se défendre. Une conscience créatrice utilise son énergie pour produire, développer, imaginer et avancer. Cette différence détermine progressivement la direction entière d'une existence. Le nouvel accord ne consiste pas à répéter des affirmations sans conviction. Il ne consiste pas non plus à ignorer les réalités concrètes de la vie. Il s'agit d'un engagement profond envers une nouvelle identité. Cet engagement transforme progressivement les pensées, les décisions et les comportements. L'individu cesse de demander continuellement la permission aux anciennes peurs. Il cesse de consulter systématiquement ses limitations avant d'agir. Il commence à prendre ses décisions à partir d'une vision plus vaste de lui-même. Une caractéristique essentielle de l'identité créatrice réside dans sa relation avec la responsabilité. Elle ne cherche pas constamment un responsable extérieur à ses difficultés. Elle reconnaît son pouvoir d'influence. Elle comprend que même lorsque certaines circonstances échappent à son contrôle, sa manière d'y répondre lui appartient toujours. Cette compréhension produit une forme de liberté intérieure que beaucoup recherchent sans parvenir à la définir. La prospérité véritable naît souvent à cet endroit précis. Elle apparaît lorsque l'énergie cesse d'être gaspillée dans des luttes intérieures permanentes. Elle apparaît lorsque l'individu arrête de se définir par ses blessures passées. Elle apparaît lorsqu'il cesse de construire son avenir à partir de ses anciennes peurs. Cette transition ne transforme pas seulement les résultats extérieurs, elle transforme également la qualité de l'expérience humaine. L'identité créatrice ne dépend pas de la perfection. Elle ne prétend pas que les difficultés s'arrêteront totalement. Elle sait que les défis continueront d'exister. La différence est qu'elle refuse de les considérer comme des définitions permanentes. Elle les voit comme des situations temporaires pouvant être traversées, comprises et dépassées. Cette manière de penser réduit considérablement le pouvoir du découragement. Le nouvel accord implique également une relation différente avec l'abondance. Beaucoup de personnes considèrent l'abondance comme quelque chose d'extérieur à elles. Elles la poursuivent comme un objet lointain qu'elles espèrent atteindre un jour. L'identité créatrice comprend progressivement que l'abondance commence par une manière d'être. Elle commence par une conscience capable de reconnaître les possibilités, de valoriser les ressources disponibles et d'agir avec confiance malgré l'incertitude. Cette transformation demande de la constance. Les anciennes habitudes mentales ne disparaissent pas toujours immédiatement.
Certaines pensées reviennent parfois, certains réflexes réapparaissent. Pourtant, à partir du moment où un nouvel accord a été conclu, l'autorité intérieure change de place. Les anciennes peurs peuvent encore se manifester, mais elles ne dirigent plus la vie. Elles deviennent des visiteurs temporaires plutôt que des maîtres permanents. Avec le temps, cette nouvelle identité produit naturellement de nouveaux résultats. Les décisions deviennent plus alignées, les opportunités sont mieux reconnues. Les comportements gagnent en cohérence, les relations évoluent, les ambitions grandissent. Ce changement ne provient pas d'un hasard extérieur, il provient de la transformation silencieuse qui s'est produite dans la conscience. Le couronnement de ce parcours ne réside donc pas dans une somme d'argent particulière, dans un statut ou dans une possession matérielle. Le véritable couronnement réside dans la naissance d'une nouvelle manière de se percevoir. Une manière qui n'est plus gouvernée par la survie, mais par la création. Une manière qui ne demande plus continuellement au monde de fournir des preuves avant d'avancer. Une manière qui reconnaît sa propre capacité à participer activement à la construction de la réalité. Le nouvel accord représente ainsi l'aboutissement de toutes les leçons précédentes. L'ancien contrat avec le manque prend fin. L'ancienne identité fondée sur la peur perd son influence. Une nouvelle conscience émerge. Une conscience qui comprend que la prospérité n'est pas seulement une question de ressources extérieures, mais avant tout une question d'alignement intérieur. À partir de cet instant, la vie cesse d'être une simple réaction aux circonstances. Elle devient une œuvre consciente construite jour après jour par une identité créatrice, libre et profondément prospère. Au terme de ce voyage, une vérité simple mais profondément transformatrice apparaît. La prospérité n'est pas un événement qui arrive soudainement à quelques privilégiés. Elle n'est pas une récompense distribuée au hasard. Elle prend naissance dans un territoire invisible que peu de personnes prennent le temps d'explorer. La conscience. La richesse durable commence bien avant l'apparition de l'argent, des opportunités ou des résultats visibles. Elle commence au moment où un être humain cesse de donner son accord au manque. Pendant des années, beaucoup cherchent à modifier leur réalité extérieure sans jamais examiner les accords silencieux qui gouvernent leur monde intérieur. Ils veulent davantage de liberté tout en continuant à nourrir la peur. Ils désirent l'abondance tout en restant fidèles aux croyances de rareté. Ils attendent des preuves avant de croire, alors que les plus grandes transformations commencent souvent par une décision invisible que personne d'autre ne peut voir. Le véritable secret n'est donc pas d'apprendre à attirer davantage. Le véritable secret est d'apprendre à ne plus héberger ce qui limite. Lorsque la conscience retire progressivement au manque le droit d'occuper ses pensées, ses paroles et ses choix, une nouvelle dynamique commence à se mettre en place. Les anciennes limites perdent leur force. Les anciennes peurs cessent d'être des autorités. Une identité plus vaste émerge. La prospérité devient alors bien plus qu'une question d'argent. Elle devient une manière d'être, de penser et d'avancer dans le monde. Elle devient un état intérieur où la création remplace la survie, où la confiance remplace la résignation et où la possibilité remplace la peur. C'est peut-être cela le secret que Walawatl a tenté de transmettre depuis le début. La richesse apparaît rarement d'abord dans les mains. Elle apparaît d'abord dans la conscience. Et le jour où l'esprit cesse de nourrir le manque commence lentement à disparaître de la vie. Conclusion. Les croyances limitantes sont des programmes mentaux invisibles qui façonnent notre réalité quotidienne. Souvent héritées de l'enfance, de l'éducation ou des expériences passées, elles peuvent restreindre notre potentiel sans que nous en soyons conscients. La comparaison avec un virus informatique permet de mieux comprendre leur fonctionnement, elles s'installent discrètement, influencent nos comportements et limitent nos performances. Toutefois, contrairement à un virus informatique, elles ne sont pas des objets physiques mais des constructions psychologiques. En prenant conscience de leur origine et en les remettant en question, chacun peut progressivement remplacer les croyances qui limitent son potentiel par des convictions plus constructives et plus libératrices. La bonne nouvelle est qu'aucune croyance limitante n'est définitive.
Grâce à la conscience, à la réflexion et à l'apprentissage, il est possible de les identifier, de les remettre en question et de les remplacer par des croyances plus positives et plus libératrices. En changeant nos croyances, nous changeons notre perception du monde. Et lorsque notre perception change, de nouvelles possibilités apparaissent. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Walawatl, croyances limitantes, le virus informatique. Œuvre, Secrets et savoir, livre audio.